Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Aude Luquet, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui pour Où va le monde, vous nous recevez à Melun, dans votre fief. On va parler sécurité et citoyenneté avec vous. Pour commencer, je vais vous laisser directement vous présenter à nos auditeurs. Eh bien donc, comme vous l'avez dit, je suis Aude Luquet, je suis députée de Seine-et-Marne, plus précisément de la première circonscription de Seine-et-Marne, qui inclut Melun, la ville-préfecture. J'ai 23 communes qui aussi constituent cette circo, et moi je suis née à Melun, il y a un temps certain. En plus. En plus, comme ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et j'ai toujours vécu à Melun, j'habite à Melun. Et mes parents étaient déjà enseignants sur Melun. Voilà, j'ai un attachement réel pour ma commune. C'est un endroit où je me sens bien. C'est un endroit où j'aime vivre. Et puis c'est un endroit où j'ai envie de porter un peu des sujets et d'améliorer, en tous les cas, l'existant. Mmh. Alors c'est sûr que d'emblée, dès que vous en parlez, on peut imaginer que quelqu'un qui est catapulté depuis quelques années dans le coin ou quelques mois n'a pas le même attachement que vous. Et donc c'est très bien parce que ça nous permet d'embrayer sur une des premières questions. Le fait d'être de votre circonscription, ça permet de défendre les projets de votre territoire et ça permet probablement de ne pas participer uniquement au pilotage, je dirais, du paquebot en étant à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre organisation, peut-être un peu plus concrètement, comment ça se passe? Et puis s'il n'y avait pas finalement à une époque un intérêt à être député et maire, parce que quand on vous entend, vous auriez été très bien maire, mais aussi très bien député, puis il a fallu faire un choix. Donc je vous laisse un peu prendre la parole sur votre organisation. Alors, l'organisation, elle est un petit peu plus compliquée, on va dire, aujourd'hui, parce que comme vous le savez, on est sur une majorité relative, alors que sur le précédent mandat, on était sur une majorité absolue, où on avait plus de temps en circonscription qu'aujourd'hui. On a aujourd'hui, on va dire, une obligation d'être beaucoup plus présent en séance, dans l'hémicycle, puisque les textes, ben voilà, vous l'avez déjà observé, il y a très peu d'écart, on peut se faire battre aussi, c'est un changement aussi de manière de concevoir l'Assemblée nationale et le rôle du Parlement, ce qui n'est, à mon avis, pas totalement dénué de sens, puisque ça nous permet de discuter davantage, de chercher des compromis, alors que sur une majorité absolue, c'est une majorité absolue, on vote, on était plus de 300, donc c'était beaucoup plus simple avant. L'organisation, elle est simple, c'est que généralement, je suis mardi, mercredi sur Paris, mardi, mercredi, jeudi, et puis le reste du temps, je suis dans ma circonscription. Mais l'avantage que je peux avoir, c'est, comme moi je suis née ici, j'ai fait toute ma scolarité ici, j'ai commencé dans les quartiers, on va dire, nord de Melun, puisque ma mère était enseignante et on habitait, pour ceux qui connaissent Melun, le square Borgard et ensuite le boulevard Chateaubriand. Et j'ai fait toute ma scolarité primaire là-bas. Et donc... On peut s'autoriser à venir vous chercher peut-être plus facilement que si on ne vous connaissait pas finalement. oui, Peut-être vous donner un peu des informations du terrain. Ou... Oui, et puis c'est vrai que moi je continue à vivre comme je vivais avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, je fais mes courses dans Melun, mon fils est à l'école à Melun, il va aussi au centre de loisirs, il va au conservatoire, il fait du sport. Moi j'ai fait beaucoup de sport aussi quand j'étais plus jeune, j'étais la première fille à avoir fait du foot à Melun, donc j'étais la seule fille de l'équipe masculine, j'avais 10 ans. Et j'ai retrouvé toujours des copains avec qui j'étais en maternelle et que je revois toujours aujourd'hui. Et que, voilà, on s'est suivis, il y a une espèce de continuité. Et c'est ce qui fait que j'ai un attachement à cette ville, c'est que j'ai tous mes repères en fait. Mes repères d'enfants, mes repères d'adolescents, puisque j'ai été aussi au collège Jacques Amiot à Melun, et au lycée Jacques Amiot, et mon père était prof là-bas. Et voilà, donc tout est mêlé en fait. C'est votre pays ici, quoi. À la fois la vie voilà, personnelle, et puis il s'avère que je suis allée vers un métier qui était d'abord d'être directrice de cabinet d'un maire au Mets-sur-Seine. Et ensuite, j'ai été à la fois élue et à la fois je travaillais pour des élus. Parce qu'être élu, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Et je pense que c'est important de savoir que
moi, si demain je ne suis plus élue, je sais que j'ai un métier. Donc il ne faut pas avoir dans la tête que lorsqu'on fait quelque chose, c'est forcément pour avoir une vision politique et électoraliste. Moi, je m'en défends totalement. C'est de dire je fais parce que je crois en ce que je fais. Et voilà, donc c'est mon parcours, c'est aussi ce qui me motive, c'est de me dire comment je peux aider. Il y a aussi de l'altruisme, on n'est pas, je vous dis, on n'est pas censé réfléchir à toujours comment on va le traduire en fait de manière positive au niveau électoral. Moi, je fais des tas de choses que personne ne peut savoir. J'aide des personnes qui ne votent pas, j'aide des personnes qui... De toute façon, vous êtes censé être au service du citoyen. Enfin, oui, moi, c'est la définition que j'ai souvent de l'élu. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a cette... Enfin, moi, j'ai cette vision-là, j'essaie de rester moi-même. D'ailleurs, une question qui me vient, quand on est l'enfant du pays depuis 4-5 générations, qu'on a toujours été là, on arrive à déconnecter un petit peu ou pas? Parce que vous êtes plus qu'une star. Alors, tout le monde doit vous connaître quand vous faites vos courses, comme vous le dites si bien. Les gens doivent vous interpeller, ça doit être... Ou peut-être pas d'ailleurs, justement, je me demandais. Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est le fait que je sois parlementaire. Je devienne députée et que je gagne sur un deuxième mandat aussi. D'accord. Et là, il est vrai qu'on me reconnaît beaucoup plus. Ouais. Et je suis un peu gênée parfois de susciter les regards parce que voilà, c'est pas dans ma nature de me mettre forcément en avant. Et puis, oui, je suis sollicitée, mais c'est ce que j'explique. J'ai un petit garçon qui a 10 ans et c'est ce que je lui explique. Quand je vais à des manifestations et que j'ai personne pour le garder, il vient avec moi et puis il me dit « Ah maman, j'ai pas très envie ». Je lui dis « Mais Paul, c'est mon travail et il faut aussi, voilà, les gens ont envie de me voir, les gens ont envie de parler avec moi. Et si on n'aime pas cette partie, on va dire, du job, on le fait pas. » Et c'est surtout, j'ai beaucoup réfléchi sur la question d'aller au deuxième mandat, parce que le début du premier mandat était compliqué pour moi. Mon fils n'avait pas 4 ans. Ouais. Et moi, je suis une maman qui a pratiquement toute la garde de son enfant, donc c'est très compliqué de ne plus être autant présente qu'avant. Et c'est vrai que tout mon questionnement était est-ce que j'y retourne ou pas? Et la question a été, j'ai réussi à répondre parce que je pense qu'on peut être efficace et qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Voilà. Donc là, en ayant l'efficacité, la compétence, je pense, l'expérience et le plaisir, je pense que j'ai réussi aujourd'hui à me sentir bien dans ce que je fais. Et ça rejoint ce que vous disiez par rapport à être maire ou député. Je pense que j'ai réussi à traduire cette connaissance du terrain que j'ai depuis très très longtemps, puisque moi, mon engagement politique, c'est 1996, donc c'est pas récent, auprès de François Bayrou. Ça me permet aussi d'avoir cette proximité-là, même si je ne suis pas maire, mais de pouvoir échanger avec les habitants sur des problématiques au niveau local. C'est-à-dire, on rencontre beaucoup de personnes sur les problèmes de titre de séjour, les problèmes de logement, sur les problèmes d'emploi. Les personnes qui viennent à ma permanence, on est là pour trouver des solutions. Ça vous permet de rester un peu connecté aussi au terrain, parce qu'on peut imaginer que le travail législatif peut nous éloigner du terrain et a peut-être éloigné certains députés aussi. Là, je me dis que vous avez du quotidien, vous avez du concret, vous avez des situations compliquées, vous savez en quoi elles sont compliquées, etc. Oui, oui, et puis après, on a aussi nos propres histoires personnelles qui font que on sait d'où on vient. Et parce qu'on sait d'où on vient, on a aussi ce regard que l'on peut poser sur les personnes qui rencontrent les difficultés. Puis on s'en souvient. Parce que certains savent mais ne veulent pas s'en souvenir. Moi, je sais d'où je viens et je sais que c'est... Voilà, ma mère, il y a des moments où on ne pouvait pas finir les fins de mois. Il y a des moments où je lui ai prêté de l'argent parce que c'était compliqué. Il y a eu des moments où, oui, la vie n'a pas été simple parce qu'on a un regard sur les élus, notamment sur les parlementaires. On a l'impression qu'on a tout. Tous riches et hors sol. Exactement. Et tout puissant. Voilà, moi j'ai eu des manifestants devant ma permanence concernant la réforme des retraites. Ils m'ont dit oui, moi je suis pas née députée et je vais pas mourir députée en fait. Et c'est ce que je leur expliquais, mais j'étais pas audible, ça c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est certes je connais pas leur vie, mais ils ne connaissent pas la mienne, ils savent pas d'où je viens. Et moi, mon grand-père était gardien de prison et ma grand-mère mettait des tétines en boîte à la Copère. Donc je sais d'où je viens. J'ai aussi un grand-oncle qui a été fusillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été arrêté par la Gestapo à Mincy, parce que j'ai aussi le berceau de ma famille à Mincy, qui est pas loin, qui est sur la circonscription. Et on l'a retrouvé
mort, il a été fusillé dans la forêt de Fontainebleau, Arbonne-la-Forêt. Et là aussi, je veux dire, on a cette histoire familiale qui consciente ou inconsciente, nous emmène, enfin nous suit. On a une transmission aussi de la résistance. Moi, je suis quelqu'un de très résistant et très résilient. Et je suis voilà, engagée, totalement engagée, personnellement aussi, humainement aussi. Après, c'est vrai qu'entre le regard qu'on peut porter sur vous et votre histoire, il peut y avoir un énorme fossé, mais on ne peut pas nier que certaines célébrités, en tout cas que j'appelle célébrités, certains élus de la politique ont pu avoir des passe-droits. Il y a eu la question des retraites il n'y a pas si longtemps, et c'est sûr qu'entre les quelques exemples à la télévision et puis le député qui est proche du peuple, il peut y avoir un grand écart entre les deux, c'est sûr. Mais je pense que vous aurez probablement régulièrement à réinformer le public perpétuellement, donc il y aura une médiatisation. En tout cas, c'est une idée que j'ai. J'aimerais bien parler sécurité avec vous justement parce que c'est un thème que vous pouvez d'autant plus comprendre que vous êtes en circonscription. Et puis on est à l'approche des JO, une thématique qui m'intéresse puisque j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. En fait, j'ai cette sensation-là. J'entends dire ça et là que la sécurisation par les forces publiques ou les entreprises privées n'est pas encore gagnée. C'est votre occasion d'avoir votre sentiment sur tout ça. La sécurité en général, on a de plus en plus d'histoires compliquées dans la police, il y a des démissions de plus en plus massives. Gendarmerie, il y a la crise des effectifs, il y a la vétusté du matériel qui revient régulièrement. Est-ce que la sécurité, c'est un concept qui a une réalité encore aujourd'hui ou pas, selon vous? Est-ce qu'on peut évaluer qu'un sentiment de sécurité? On en est où? Vous en pensez quoi? Alors, moi, je pense qu'au niveau de la sécurité et de la tranquillité, enfin, on peut dire, enfin, c'est lié. Je crois que si on veut se sentir libre dans notre pays, il faut se sentir en sécurité. On a pas mal travaillé, enfin, je vous entendais dire la vétusté, etc. On a beaucoup engagé financièrement, à la fois pour les véhicules de la police nationale, à la fois aussi sur l'aspect recrutement, puisque là, il y a encore des gendarmes qui viennent d'arriver dans ma circonscription. J'ai à la fois une circonscription qui est police, et une zone police et une zone gendarmerie. Donc il y a des choses qui ont évolué sous le ministère de Gérald Darmanin. Je crois qu'on avance quand même, qu'on a effectivement du mal à recruter, mais dans tous les domaines. Enfin, on s'aperçoit que c'est compliqué aujourd'hui de trouver du personnel dans de nombreux domaines. La sécurité, c'est extrêmement important, prégnant, parce que, comme vous le disiez aussi justement, il y a le sentiment d'insécurité. Il y a une réalité, je veux dire, il y a des quartiers où c'est difficile, enfin il n'y a pas qu'à Melun, on peut prendre d'autres quartiers, il y a Dame-Marie, on peut prendre le Mai. Dès qu'on a effectivement beaucoup de population, où il y a beaucoup de concentration dans le sens où on a construit, et qu'aujourd'hui, dans le cadre de la rénovation urbaine, on détruit mais on reste quand même très dense dans ces quartiers-là, toute la question de la sécurité fait que on n'a pas encore résolu un certain nombre de problématiques et d'incivilité et de violence. Et aujourd'hui, c'est très prégnant, cette violence-là. C'est la densité de population au mètre carré, entre guillemets, qui jouerait beaucoup, selon vous, alors? Il y a l'aspect de densification, il y a l'aspect des trafics de stupéfiants, il y a l'aspect d'un manque de moyens aussi de recrutement, il y a aussi le suivi sur la chaîne pénale. Et donc, moi, je peux échanger, j'ai fait des sorties avec la BAC, j'ai fait des sorties avec les gendarmes, j'ai survolé ma circonscription avec les gendarmes aussi, pour regarder comment ça se passe. Parce que je crois que c'est important aussi, moi j'ai la chance de pouvoir le faire, et c'est important de pouvoir partager ces moments-là. Je suis allée aussi avec les pompiers, avec le SAMU, enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, ça me permet de mieux comprendre. Mais on s'aperçoit que parfois il manque de moyens, oui, de moyens. Donc on est en train d'améliorer, de faire en sorte que un changement, non pas de paradigme forcément, mais qu'on mette les moyens financiers pour qu'il y ait plus de recrutement. C'est l'engagement qui a été pris par Gérald Darmanin et qui tient petit à petit, année après année. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la difficulté, aussi bien sur les problèmes de santé que sur les problèmes de sécurité, c'est qu'on hérite d'une situation antérieure avec de moins en moins de moyens. Ça ne change pas en claquant des doigts, il faut quand même du temps. Il faut du temps, et moi je comprends que les citoyens en ont un peu marre et trouvent que ça ne va pas assez vite. Notamment, mais moi je travaille sur la loi Rodéo
rodéos urbains. Mhm. Ça a été une des premières lois sur lesquelles j'ai travaillé. On s'aperçoit qu'aujourd'hui ça avance, qu'il y a de plus en plus de motos qui sont, comment dire, Il y avait la question des moyens qui étaient donnés aux forces de l'ordre, un oui. petit peu comme la question des drones, où à un moment donné, Gérald Darmanin a pu dire qu'on ne pouvait pas utiliser les drones et qu'on ne pouvait pas contrecarrer la loi et qu'il fallait retricoter ça pour donner à la police. Je ne pense pas que ce soit Gérald Darmanin, je pense que c'est le Conseil constitutionnel qui avait annulé. Mais il a rappelé ça, qu'on ne pouvait pas être au-dessus des lois Tout à fait. qu'il fallait Mais bien. Là aujourd'hui, depuis peu, maintenant on peut utiliser les drones, bien sûr. Et c'était une situation très intéressante, j'ai trouvé, parce que en fait, le bon sens populaire voulait qu'on fasse quelque chose, et puis on nous a rappelé qu'en fait, a priori, personne n'est au-dessus de la loi, pas même les politiques non plus, ni les forces de l'ordre, et qu'il fallait aménager tout ça. Comme s'il y avait un train de retard qu'il fallait dépasser, en fait. Alors sur la question des rodéos, je vous ai un peu coupé, vous étiez en train d'en parler. Oui, c'est quelque chose qui a été mis en place moi c'est 2017, 2018. On a travaillé beaucoup sur cette loi et sur les sanctions, c'est-à-dire qu'il fallait augmenter les sanctions sur les rodéos. Lorsqu'on était, on avait quelqu'un sur une moto qu'on interpellait, on pouvait détruire aussi la moto. Ça a été très très long, mais c'est un travail aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le travaille aussi avec le terrain, c'est-à-dire qu'on discute avec les policiers, on discute avec ceux qui peuvent utiliser la loi. C'est ça qui est important, le rôle du législateur, c'est de ne pas de faire des lois qui ne servent à rien et qui n'ont aucune réalité concrète, c'est de discuter et d'échanger. Moi je le fais avec les maires, je le fais avec justement les forces de l'ordre, je vais le faire avec tous ceux, là, par exemple, là, je rencontre la Chambre de commerce et d'industrie, on va parler aussi de développement éco. On a cette chance-là et il faut nourrir à la fois la loi parce qu'on voit sur le terrain et il faut aussi voir avec le terrain si ce que l'on propose au niveau national, il y a aussi une efficacité. C'est tout la difficulté, en même temps l'enjeu du législateur. Moi je trouve que c'était intéressant parce que on apprend à devenir député. On n'est pas député, on apprend. On ne n'est pas député. Non plus, non plus. Et c'est vrai que on apprend, c'est-à-dire que tout le parcours de la loi, la manière dont on peut faire, la manière dont on peut être efficace. Et moi je vois, sur 23 communes, j'ai en gros 18 communes rurales. Donc on discute sur la loi SRU, sur le zéro artificialisation nette, sur les problèmes de sécurité justement par rapport aux élus, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire, on va dire, il y a une contestation des institutions, que ce soit les pompiers, les policiers, les blouses blanches et aussi les élus, donc il y a aussi une nécessité, on parlait de sécurité, on doit apporter une réponse de sanctions qui soit à la hauteur de ce que les personnes puissent vivre en termes d'insécurité, dans les transports aussi. On a des problèmes d'insécurité. 100% des femmes qui prennent les transports ont un sentiment d'insécurité. Il m'a semblé entendre quand même à plusieurs reprises que les effectifs grossissaient pas non plus dans les forces de l'ordre. Et que comme la loi est à la réduction toujours des budgets ou à l'optimisation, quand vous appelez la police, ils sont sous-effectifs la plupart du temps et c'est ce qu'ils vous disent. Donc je me demande si on va vraiment dans la possibilité de plus sécuriser, notamment dans les transports. Mais... Alors, sur les budgets, on n'est pas en baisse, baisse budgétaire en fait. On continue à augmenter les budgets qui concernent la sécurité et un certain nombre de budgets pour donner des moyens supplémentaires. Mais il est vrai que en termes d'organisation, il y a eu des changements d'organisation sur la BAC, sur la police, on va dire, dans la rue, etc. En fait, je crois qu'il faut revenir, et on est en train d'y revenir, sur la police de proximité. On voit bien, c'est ce que font beaucoup les gendarmes au niveau des communes rurales. Ils sont très présents, même sur les manifestations. Ils vont même rencontrer beaucoup les habitants, même lorsqu'il n'y a rien. Et ils rencontrent beaucoup les maires. Et je crois que c'est la proximité qui fait qu'on peut avoir un échange et qu'on peut construire ensemble. Mais concernant les JO, parce qu'on est parti des JO et on va atterrir, il y a effectivement un manque cruel d'agents de sécurité. Et ça, on espère qu'on va trouver les moyens de recruter là aussi. Parce que le monde entier va nous regarder. Oui, le monde entier va nous regarder. C'est vrai. Oui. La question de la possibilité d'un risque et commence à devenir, il me semble, de plus en plus tendue en fait. Alors, on a nous voté quand même une loi sur la sécurité pour les JO de 2024 récemment.
avec, on va dire, une mutualisation sur l'Île-de-France notamment, et une extension des compétences du préfet de police de Paris sur l'ensemble des départements d'Île-de-France. Donc ça devrait permettre faciliter les choses. Voilà, de mieux coordonner l'action des forces de l'ordre sur cette durée-là, c'est-à-dire sur la durée des JO. Pour nous, ce qui est important, et moi j'ai appelé l'attention du ministre, c'est de ne pas que ce soit quelque chose qui soit pérenne, c'est-à-dire que cette coordination doit s'arrêter après les JO de manière à ce que les préfets reprennent la main sur leur département pour coordonner leurs propres forces de l'ordre. Par exemple en Seine-et-Marne, et que ce ne soit pas le préfet de Paris qui décide pour nous. Évidemment, ouais. Juste pour revenir, parce que vous avez donné l'information que sur les rodéos et sur la question des peines, sur le fait de renforcer les peines, si je l'ai bien compris comme ça, qu'est-ce qu'on vous répond? C'est surtout des sanctions financières, hein. C'est surtout... parce que je me demandais ce que la justice aurait pu vous répondre, parce que souvent la justice, elle dit qu'elle fait tout ce qu'elle peut et qu'elle est aussi en difficulté, mais c'est sur la sanction financière. Ouais, d'accord. Voilà, on sanctionne... Comme on dit, taper au portefeuille. Oui, on sanctionne plus, à la fois en nombre... On n'en voit pas plus en prison, de toute manière, donc peut-être que ça, c'est un autre aspect. Vous la connaissez aussi bien que moi, c'est qu'aujourd'hui, on a un plan prison 15 000 places et qu'on n'a pas suffisamment de places de prison. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un bon nombre de personnes... Personne ne veut de prison et ça coûte des sous, c'est toujours la même question. Voilà. Et en même temps, on a beaucoup plus de personnes qui sont... on va dire, avec des bracelets électroniques ou assignés à résidence qu'en prison. Donc, mais voilà, c'est un sujet transverse et on n'a pas la solution à la base sur la sanction. C'est comment, on parle de l'arrestation, du délit, de l'arrestation, de la sanction, de la justice et après de la traduction pénale. Donc, c'est pas simple. Non. Oui, il n'y a pas de réponse évidente et celui qui en donne une a probablement pas une bonne connaissance de la complexité du terrain. Ouais. Parce que ça fait des acteurs dans toute cette chaîne. J'aimerais aller sur un sujet pour lequel votre parcours nous dit et votre expérience nous dit que vous aurez des réponses sur la citoyenneté. Est-ce que selon vous, ça a encore du sens aujourd'hui ? Est-ce qu'on va pouvoir tous vivre ensemble à l'avenir? Vous savez, le fameux vivre ensemble qu'on répète à tue-tête depuis quelques années à la télé. C'est un enjeu qui me semble assez complexe à surmonter. Quand on parle citoyenneté, souvent on parle sécurité. On ajoute souvent le mot défense. Mais je me suis dit qu'il encore fallait-il se sentir appartenir à la France. J'aimerais bien que vous nous parliez du terrain, de votre vision. Pour être parti un peu de temps en temps à l'étranger, je me dis que la France continue à rester un pays qui a des difficultés à mettre un drapeau devant une porte sans passer pour la droite ou l'extrême droite, que quand quelqu'un parle de préférence nationale, il peut être taxé de xénophobie, sachant qu'en même temps à peu près tout le monde est d'accord sur le fait qu'il vaut mieux privilégier de faire travailler des entreprises françaises qu'étrangères et que chaque pays devrait peut-être en faire autant. Et la question d'appartenir à la France et la citoyenneté sont des thématiques sur lesquelles j'aimerais entendre votre point de vue, ce que vous en pensez, si on va dans le bon sens, si ça s'améliore, ou si ça va être un enjeu de plus en plus complexe à gérer à l'avenir. Alors, moi je pense qu'il y a... c'est très très vaste comme sujet. Ah, c'est très vaste, c'est pour ça que vous allez tirer les ficelles qui vous conviennent et puis on va pouvoir un peu échanger. Parce que vous faire répondre oui ou non sur une question, c'est pas très intéressant. Non. Mais j'aimerais savoir ce que ça vous évoque sur votre terrain, par exemple. Je suis sûr que vous avez des images ou des exemples qui vont vous venir si ce n'est pas déjà le cas. En tant que parlementaire, moi je participe souvent aux cérémonies de naturalisation. D'accord. Il y en a pas mal j'en fais 3, 4 ou 5 par an. Parce que je trouve important qu'en tant que député, même si c'est pas un événement extraordinaire pour moi, c'est un événement pour les personnes que nous rencontrons qui deviennent françaises. Et ça permet de connaître un peu les parcours, de comprendre comment ça se passe, de voir la fierté aussi de ces personnes qui deviennent françaises, qui sont là des fois depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qui sont parfois plus françaises que les Français, comme on dit parfois parce que Oui, je n'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, qui font la démarche. Qui font la démarche, c'est ça que je veux dire. Qui font la démarche et qui payent déjà des impôts, où ils ont des titres de séjour, donc ils ont pu travailler, ils sont généralement intégrés, il n'y a pas de
Le problème, toute la question, c'est qui chante la Marseillaise quand il y a cette cérémonie. Et c'est vrai que ce sont des... moi, j'aime beaucoup y aller parce que ça me permet de voir comment, quand on rentre dans la citoyenneté française, qu'est-ce qu'on ressent aussi. Et comment il y a ce sentiment de fierté qui sont engagés avec des personnes avec des enfants. Et je trouve que c'est toujours un bon moment. Et là, on sent vraiment ce sentiment d'appartenance qui est très, très important. Et encore une fois, c'est une démarche. C'est une démarche. Mais pour le français, né français, aujourd'hui, en 2023, je me dis que la question, elle se pose quand même différemment de cette évidence avec laquelle il est né, qu'il a eu d'emblée avec sa carte d'identité. Peut-être que la citoyenneté parle moins aussi pour certains. Et ça parle moins parce qu'on voit d'ailleurs que dans les quartiers, certains quartiers, on ne vote pas beaucoup. Et c'est toute la question de la citoyenneté, c'est aussi comment on devient citoyen à part entière, c'est-à-dire qu'on a des droits et des devoirs, et qu'on ne vote pas forcément. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Bon exemple, ça, l'abstention, elle continue à toujours grimper et ça n'a pas l'air de... Oui, elle continue à grimper, mais en fait, personne ne se pose la question de comment on peut avancer sur cette abstention qui est de plus en plus grande. On le voit dans nos communes, on le voit sur les élections législatives. Le paradoxe, c'est qu'on n'a pas tellement de votants au moment des législatives. Là, moi, je n'en ai pas eu beaucoup. Le paradoxe, c'est ceux qui vous reprochent d'être... Et pourtant, tout le monde râle, en fait. Tout le monde a toujours un avis à dire à la fin des élections, mais finalement, il n'y a plus grand monde qui est allé, quoi. Et ceux qui estiment qu'on n'est pas légitime parce qu'il n'y a pas suffisamment eu de votants, ça c'est valable pour tout le monde. Et puis c'est valable pour tout le monde. Je veux dire, ceux qui sont de l'extrême gauche, qui viennent vous expliquer, vous avez été élu avec, je ne sais pas, 12, 13, 14%. Oui, mais c'est valable pour tout le monde. Pourquoi je ne serais pas légitime alors que vous le seriez si vous étiez élu? Mais je crois qu'aujourd'hui, la citoyenneté, c'est important pour aller contre les extrémismes, justement. À la fois, qui moi, aujourd'hui, m'inquiète beaucoup. On le voit à l'Assemblée nationale. Ça m'interpelle ce que vous êtes en train de dire, et je l'entends et je le comprends. Je trouve que c'est une position qui est intéressante. Mais alors, qu'est-ce qui fait que la gauche et la droite, finalement, parfois prendraient beaucoup de temps à nous parler de faire barrage contre l'extrême gauche ou l'extrême droite, mais n'investiraient peut-être pas finalement assez cette histoire de citoyenneté, je me dis. Parce que ça reste toujours compliqué, j'ai l'impression quand même de dire « je suis français, je suis fier », sans que ce soit un affront, une difficulté, une prise de position incroyable. Ça se dit beaucoup plus facilement. Je suis américain, je suis irlandais, je suis anglais, je suis australien. Les gens sont fiers. En France, c'est quand même toute une histoire, quoi. Non, enfin, je sais pas si ça résonne en vous, ce que je vous dis, mais en plus, vous m'avez parlé de résistance dans votre famille, en fait. Donc, je me dis que ça peut d'autant plus être difficile à entendre en 2023, ce genre de choses. Vous, comme vous dites, qui portez une histoire comme chacun porte son histoire. Ça peut être d'autant plus violent, quoi. Alors, l'aspect je suis français, oui, ce que vous disiez sur le fait que si on s'inscrit, si on est capable de le dire, ça peut poser problème parce qu'on peut penser qu'on est trop nationaliste, en fait. Oui, mais c'est la différence entre être français et être nationaliste, je pense. Voilà. Pour moi, être français, c'est porter les valeurs de la République française. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on soit obligé de l'expliciter, là. Oui. Et je pense que si on était, vous et moi, anglais, ou encore une fois, ou indien, je suis pas sûr qu'on parlerait de ça, en fait. De la nécessité d'expliquer qu'on est français, mais pas nationaliste. De devoir sous-titrer, au risque d'une interprétation négative. Vous voyez, c'est ça qui me... Je crois qu'aujourd'hui, on s'est un peu construit, la société s'est un peu construite dans l'opposition, en fait. Et c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on est contre avant d'être pour. Ce qui n'est pas une opinion, en plus. Et on vote contre plutôt que de voter pour. Oui, c'est ça. Vous voyez, je veux dire, là aujourd'hui, on dit Emmanuel Macron, par exemple, n'est pas légitime parce qu'on a voté contre Marine Le Pen. On a voté, donc en fait, il n'est pas légitime comme président, donc on peut le contester. Donc on est foutu, quoi. Donc autant retirer le président, parce que... Non, on n'est pas foutu. Ni A ni B, donc rien, alors.
Non, mais vous voyez, c'est ça en fait. C'est excessif. Oui, mais je me dis que c'est peut-être dans ces impasses-là que parfois on peut se retrouver, justement, comme vous le dites. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on conteste les institutions. Lorsqu'on voit qu'on est capable de prendre l'effigie d'Emmanuel Macron, de lui couper la tête, ou de le tuer, ou de prendre un ballon et de mettre la tête du ministre du Travail ou du président de la République, et qu'aujourd'hui, ce sont des élus qui font ça. À partir du moment où nous, on n'est pas capable de respecter justement la République française et qu'on n'est pas capable de respecter les institutions, la Ve République, ça fait partie, c'est la constitution de notre pays. Et c'est ça qui fait que c'est dangereux, parce que ce que renvoient ces personnes-là, c'est que tout le monde peut le faire. Si un parlementaire peut le faire, tout le monde peut le faire. Vous vous rendez compte qu'on a été obligé de revenir sur un règlement intérieur de l'Assemblée pour obliger les hommes à porter une veste. Alors qu'avant, tout le monde portait une veste. Nous, on essaye, femme ou homme, il y en avait qui avaient des cravates, mais ça veut dire qu'on est en train de dévoyer ce qui fait le cœur de notre démocratie. Donc comment voulez-vous que ce que l'on renvoie, nous, dans notre expression à l'Assemblée nationale, ne soit pas traduite sur le terrain, sur les réalités. Moi, quand je suis sur le terrain, les gens me disent « Oh, mais quel spectacle vous renvoyez !» Mais c'est pas possible. Il n'y a plus de respect. Et au-delà de la citoyenneté, on part déjà de la base des valeurs que nous avons, des principes de vie. Et les échos qu'on m'en donne parfois, c'est que l'Assemblée nationale, ça peut être la foire d'empoigne. Mais pour moi, c'est comme une lessiveuse. On s'entend plus, ça hurle, et c'est pire qu'une classe de cours, en fait, on va dire. C'est extrêmement compliqué. Et je me dis, finalement, on peut avoir le costume, la cravate, et être aussi turbulent que dans une zone difficile. Mais vaut mieux le faire en costume cravate que le faire en maillot de foot et en short, vous voyez. J'estime qu'on a cette chance-là, et je ne suis pas certaine que ceux qui ont voté pour leurs représentants à l'Assemblée, ils veulent cet extrémisme de représentation. Moi, je ne suis pas persuadée. Il y a plein de personnes qui ont voté LFI qui, aujourd'hui, à mon avis, pour échanger, ne sont pas forcément d'accord avec cette espèce d'outrance, parce que c'est outrancier. C'est mensonger, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont inexactes. Et ce qui est surtout très dangereux, c'est que il y a beaucoup de com, les réseaux sociaux ne sont pas non plus aidants, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont inexactes. Donc, pour aller sur la citoyenneté, il faudrait déjà que nous, les représentants de la nation, soient aussi en capacité de respecter ce qui fait que nous sommes élus, c'est-à-dire à la fois la démocratie, la Constitution, accepter qu'on puisse gagner ou perdre sur tel ou tel débat, mais pas hurler, ça hurle tout le temps, sur tout et n'importe quoi. Et vous les voyez, moi je les vois. En fait, il se passe un truc dans l'Assemblée, ils sortent, ils vont 4 colonnes, ils vont devant les journalistes, et puis après c'est fini. Mais c'est pas la vraie vie, ça. C'est peut-être même l'objectif finalement. C'est totalement l'objectif, mais c'est pas la vraie vie. C'est pas ça. C'est pas ce qu'attendent nos concitoyens. La majeure partie, qu'est-ce qui va entendre ça? C'est pas ceux qui sont en difficulté dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en précarité. On parle sur tout ce qui est rénovation énergétique, sur il faut manger mieux, il faut. Ok, mais comment on accompagne les personnes qui sont en difficulté aujourd'hui et qui lorsqu'il faut acheter à manger, elles ne vont pas aller acheter du bio aujourd'hui parce que c'est trop cher. Enfin, on s'éloigne de la citoyenneté, mais ça nourrit aussi. On parlait de nourriture, ça nourrit aussi un sentiment, voilà. Un sentiment où tout est difficile, on a l'impression qu'on est laissé pour compte, où on n'est pas entendu. Parfois, les élus ne se rendent pas sur les terrains. Moi, je suis allée pendant la campagne, je suis allée dans les quartiers où j'étais toute seule, accompagnée quand même. Ça a été dur. Je suis restée 1h30 à discuter avec des jeunes où en gros ils m'ont dit qu'est-ce que tu as apporté? Tu as de l'argent? Tu as un logement à nous donner? Je crois que quand on commence à la discussion comme ça, moi je leur ai dit les gars, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que moi je suis pas la banque, hein. C'est pas moi qui vais apporter des solutions, mais on s'aperçoit qu'il y a une espèce de fatalisme, une espèce de désespérance et de fracture sociale. Et aujourd'hui, on a du mal effectivement à faire en sorte de bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, c'est extrêmement compliqué. Mais le bien vivre ensemble commence par déjà se respecter et accepter que l'autre ne soit pas d'accord. Accepter que l'autre ne vive pas de la même façon. Moi, quand on m'a parlé d'un tel, il y a plein d'argent, je dis mais
je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui a pu réussir et qui aujourd'hui a les moyens. Vous ne voulez pas qu'on vous juge, par contre vous jugez les autres. Et voilà, moi enfin ça a été une expérience, ça m'a secoué quand même. Ça m'a secoué. Parce que je me suis dit, moi à l'époque quand j'habitais les quartiers nord de Melun, mes parents c'était la classe moyenne. Donc on n'avait pas les mêmes difficultés, ils étaient enseignants. Voilà, j'avais de la chance aussi, mais je vivais, ma chambre donnait sur le rond-point de l'Europe. Hein. Et j'étais heureuse. Moi, c'est les plus belles années de ma vie, c'était Boulevard Chateaubriand. Mais oui, ça m'interpelle, c'est comment on fait. Parce que je trouve qu'on n'a pas la réponse. Parce que la démocratie participative, aujourd'hui, ça date de 2002. Il n'y a pas de réalité. Oui. Il n'y a pas de réalité. C'est-à-dire qu'on le voit bien aussi, on travaille beaucoup sur Emmanuel Macron a essayé aussi d'avoir, de réunir des citoyens sur pas mal de sujets. Je trouve que c'était intéressant, que les personnes se sont déplacées sur le climat. Là, on est sur les conseils nationaux de refondation, à la fois sur le logement, sur les transports. Mais fondamentalement, on ne va pas aller toucher ceux qui vont pas forcément voter d'ailleurs. Moi, des fois, je rencontre des personnes, ça ne m'aime pas. Les gamins, j'adore aller dans les écoles. Et j'adore leur dire, alors tu sais à quoi ça sert un député? Un maire, on sait, un député, on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Mais j'ai quelques inquiétudes quand même. Je ne suis pas, moi, désespérée et je crois qu'on peut y arriver quand même. Et bien justement, j'embraye sur notre dernière question que vous allez pouvoir filer. Aude Luquet, selon vous, où va le monde alors? Où va le monde? Bonne question. Je pense qu'on est en résistance quelque part et ça rejoint la boucle de mon histoire personnelle et de résistance dans ma famille. Mais on a effectivement de grands enjeux devant nous, des grands défis. Et c'était surtout pour moi les enjeux climatiques en fait. On a enfin pris conscience qu'il fallait qu'on fasse autrement. Et c'est assez marrant parce que hier j'étais à Barbizon et on parlait de l'école de Barbizon. Et l'école de Barbizon, en fait, c'est un certain nombre de peintres qui sont venus en forêt de Fontainebleau, milieu du 19e siècle, pour faire un retour à la nature, pour retrouver les vertus de la campagne. Et en étudiant un petit peu, parce que j'avais un petit discours à faire, je suis tombée sur George Sand et sur une émission sur George Sand sur le fait qu'elle se promenait beaucoup en forêt de Fontainebleau avec son amoureux qui était Alfred de Musset. Elle a écrit beaucoup de choses sur la forêt de Fontainebleau. Et elle, donc, déjà à cette époque-là, on avait cette peur d'assèchement des terres, de déforestation. Et on s'aperçoit que 150 ans plus tard, on est toujours à ce niveau-là. Et c'est vrai que je me dis que c'est un éternel recommencement. Mais là, aujourd'hui, notre terre, on sait très bien qu'on est pas au bout d'un système, je ne l'espère pas, mais on est quand même dans une situation où si on ne bouge pas, il est certain que, ça ne va pas s'arranger, et deux, qu'on prend des risques sur tout ce qui est le bien vivre ensemble, le collectif, comment on peut faire en sorte qu'on lègue quelque chose, parce que ce qui est important aussi, et moi je crois que c'est important, c'est la transmission. Parce que nous, on transmet en tant que parents, en tant qu'humains, qu'on peut transmettre nous en tant que responsables politiques, c'est de notre responsabilité. Comment on continue à travailler sur le respect, les droits, les devoirs, la bienveillance. C'est ce que je dis, moi, quand je reviens en circo, je leur dis, moi, j'adore revenir chez vous parce que voilà, je ne suis pas confrontée à ce qu'on nous disait tout à l'heure à l'Assemblée, cette espèce de brutalité, d'agressivité. Moi, j'ai ma permanence qui a été taguée. Voilà, on est sous surveillance policière. Moi, devant chez moi, pas tous les jours, mais ils passent devant ma permanence. Donc il y a cette espèce d'état d'esprit anxiogène où on se dit parfois, il n'y a pas cette sérénité. Et je crois que nous, on a tous à travailler ensemble, sereinement, à se faire confiance, à ne pas être d'accord, à se confronter, mais à construire ensemble et faire en sorte qu'on soit, moi c'est ce que je dis toujours à mon enfant, à mon petit gamin, il faut qu'on soit le plus heureux du monde. On a cette chance-là d'être, on vit des choses formidables, des petits bonheurs, des grands bonheurs, et je crois que ce qui est important,
c'est de se battre pour, alors pas pour soi, mais pour tout le monde, et de faire en sorte, moi, quand quelqu'un est heureux parce que j'ai réussi à faire quelque chose, vous ne pouvez pas vous imaginer comme moi, je suis fière de ce que je fais, même si c'est une toute petite pierre, voilà, c'est quelque chose de très, très, très important pour moi, et je sais à quoi je sers. Aude Luquet, merci pour vos réponses. Merci beaucoup.